De tous les cantons suisses, le Valais est le plus touché. La forêt valaisanne est constituée de 90% de résineux. Pins, épicéas et sapins perdent leurs aiguilles, s'affaiblissent. Des symptômes qui ne trompent pas. La forêt valaisanne est en péril. Tout de suite, je vous propose d'entamer cette table ronde. Nous sommes en 1988. À l'aide d'extraits d'un reportage de Temps présent, Canal 9 organise un débat sur la mort des forêts dans la région. Autour de la table, 5 invités, dont Jean-Claude Pont, qui utilise une image forte pour marquer les esprits. Eh bien, nous, aujourd'hui, nous avons le cancer de ce point de vue-là. J'entends, mais il y a des cancers qui sont plus ou moins graves. Je ne dis pas que le nôtre est mortel, irréversible, mais il est clair que nous sommes malades de notre environnement et que cet environnement a une forme de cancer. Vous parliez à l'époque d'un cancer, qu'est-il advenu de ce cancer ? Bon, il y a des cancers qui guérissent, c'est bien connu, c'est comme dans le cas de l'organisme humain. Certains guérissent par médication et d'autres par le travail de l'organisme lui-même. Forêt jardinée, forêt de montagne, toutes sont à des degrés divers touchées. Comme par exemple cette forêt de Grand Montana. Jean-Claude Pont était à l'époque vice-président du comité cantonal de l'année européenne de l'environnement. On le retrouve 30 ans plus tard, à Grand Montana, dans la même forêt, qui visiblement s'est bien remise de sa maladie. On parlait de la mort des forêts à l'époque, et puis elles ne sont pas mortes. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Comme la cause du mal est inconnue, peut-être qu'il s'agit d'un cas multicausal, peut-être qu'il n'y a qu'une cause, mais quand on ne connaît pas la cause, on ne peut pas dire ce qui s'est passé dans le processus de guérison. Il est clair que les oxydes d'azote ont diminué d'importance du fait du catalyseur, et donc ça a pu jouer, mais encore une fois, c'est probablement un système multicomplexe, multicausal, dont on ne sait pas grand-chose. Il y avait aussi le bostryche qui a joué sûrement un rôle. On voyait pas mal d'arbres qui étaient malades du bostryche, mais est-ce que le bostryche était la cause ou la conséquence d'une maladie qui existait, c'est difficile à dire. Contrairement à ce que l'on peut croire, le dépérissement de nos forêts n'était pas totalement imprévisible. Certains signes avant-coureurs montraient que dès 1960, la forêt manquait de vitalité, qu'un nombre important d'arbres avait une croissance perturbée. Olivier Gué est ingénieur forestier. Il est aujourd'hui le chef du service des forêts de l'État du Valais. Dès qu'on lui parle de forêt, il devient intarissable. Quel était ce mal qui rongeait les forêts ? C'est assez surprenant de voir comment l'observation de ce phénomène a été rapidement interprétée comme un drame et in fine un dépérissement de la forêt dans des délais relativement courts, puisque à mon souvenir on parlait de 10 à 20 ans. Cette observation d'un certain affaiblissement des arbres et de la forêt a été mise en parallèle avec du dépérissement effectif de forêts dans d'autres pays, notamment dans les pays de l'Est ou bien en Amérique du Nord, à mon souvenir. On a eu peur vraiment que le phénomène apparemment rapide d'affaiblissement conduise à une disparition de nos forêts. Là, il y a un lien assez direct qui était à faire entre le dépérissement de ces forêts et puis la présence à proximité de toute une industrie polluante. On avait surtout dans la région des usines d'aluminium, de gros problèmes avec le fluor, et on s'est dit, bon, le fluor, on le traite depuis environ 50 ans, il s'agit de voir maintenant aussi quels sont les autres polluants qu'on pourrait trouver dans l'atmosphère, dans l'air que l'on respire. Nous avons tout d'abord ici un premier analyseur qui permet de mesurer les oxydes d'azote. Et vous avez en dessous un petit appareil qui est l'appareil qui mesure l'ozone, le fameux responsable ou soi-disant responsable des dégâts des forêts. L'ozone que nous avons sur Terre, ici, qui touche, qui est en contact soit avec notre peau, soit avec la végétation, cette ozone est très dangereuse puisque l'ozone lui-même est corrosif et par conséquent, on devrait avoir pas d'ozone ici et peut-être un petit peu plus en altitude. Je crois que ce que nous sommes en train de faire
va rapidement, dans les 2 ou 3 ans qui viennent, surtout que la situation ne peut pas ne pas s'aggraver, va dans les 2 ou 3 ans qui viennent donner aux gens l'idée enfin de se réunir, de lever, au fond on essaye de lever une armée pacifique. On a eu très peur à l'époque. Pourquoi est-ce qu'on était si alarmiste ? On était alarmiste parce que précisément les symptômes étaient présents. Mais il vaut mieux prendre une précaution un peu inutile que de laisser aller le phénomène de sa belle vie, ou plutôt de sa belle mort. Moi, je pense qu'on a été à l'époque alarmiste parce qu'on était confronté à un phénomène nouveau. Et puis, on a mis en place, dans l'immédiat déjà, certaines mesures, hein, puisqu'on parlait de pollution. Ça a induit quand même la mise en place des catalyseurs sur nos voitures, au niveau des industries, la mise en place de filtres, hein, et un mieux a pu être constaté dans les années qui ont suivi. L'ancien chef de l'environnement, Jean-Pierre Schniedrich, était très soucieux de la situation. Êtes-vous aussi optimiste, M. Schniedrich ? Non, je ne suis pas du tout optimiste. Il faut reconnaître qu'à l'heure actuelle, le Valaisan n'est pas conscient des problèmes de pollution de son environnement. Il ne pense pas que c'est grave et l'espèce humaine, eh bien, elle ne réagit que quand elle est réellement en danger. Et ce danger n'est pas encore assez manifeste. Et là, est-ce que vous aurez tendance à croire que ce sera trop tard, le jour où on aura réellement pris conscience de ce danger ? Dur à dire ? Refaisons une émission dans 5 ans, je vous le dirai. 5 ans plus tard, toute cette inquiétude s'est évaporée. Le phénomène s'est stabilisé assez vite. Et puis, petit à petit, à notre étonnement, on a vu cette forêt repartir, recroître. Est-ce que c'est par ses propres forces, parce qu'elle avait suffisamment de matériel génétique pour surmonter les problèmes qui existaient? Ou alors, est-ce que les causes qu'on ignore ont cessé progressivement de s'exercer? On a bien au fond une armée qui veille sur un ennemi potentiel invisible aux frontières qui coûte des milliards. Là, la situation est beaucoup plus grave puisque l'ennemi est dans la place. On sait il est dans l'air qu'on respire, dans l'eau qu'on boit, dans le sol qui donne nos fruits et par conséquent, il y a quelque chose à faire. J'étais un des premiers écologistes de la région et je peux dire qu'il n'y avait pas de conscience écologique. Dans les années 1970-1980, il y a une conscientisation écologique qui s'est mise en place. Une écologie raisonnable, parce qu'il y a aussi l'écologie de divagation. Une écologie raisonnable qui a conscientisé les gens et le mouvement est irréversible. Elle est là, heureusement qu'elle est là. 30 ans séparent ces 2 articles de presse. On s'interroge désormais sur la trop bonne santé de la forêt qui devient envahissante. C'est une autre problématique. Hein. On ne peut pas comparer les deux phénomènes. À partir du moment où le terrain est laissé libre, la forêt prend place. La forêt, ça reste encore et toujours donc un écosystème d'une force assez extraordinaire. On voit que la densité des aiguilles sur ces pins sylvestres est bien là, elle est bien présente. Donc on peut dire que ces pins sont dans une bonne vitalité. Je crois qu'il faut vraiment rester attentif par rapport à ce qui se passe, par rapport à ce qu'on observe. Il ne faut surtout pas dramatiser non plus, mais il faut prendre en considération une possibilité d'évolution de nos forêts. On était assez péremptoire avec les arguments à l'époque. Est-ce qu'on aborde des problèmes de manière un peu plus humble maintenant ? Je crois qu'on les aborde de manière plus posée et de manière plus fondée aussi. On a aujourd'hui du recul, on a par le biais de la recherche et des observations développé nos connaissances. Donc l'approche est sensiblement différente. Mais vraiment à l'époque, je crois qu'on a eu peur. Même si la pollution n'était pas la cause directe du dépérissement des forêts, les mesures qui ont été prises expliquent également la bonne santé actuelle de nos forêts. Cette alerte a eu le mérite d'éveiller la conscience écologique de la population. Les voitures peu polluantes deviennent la norme, on lutte de plus en plus contre les particules fines et la pollution de l'air en général. Alors, est-ce que la forêt, c'est mieux maintenant ? Elle était bien avant, la forêt. Elle a été mal pendant quelque temps et elle est mieux maintenant. Donc c'est à égalité, il faudrait faire des statistiques. Mieux par rapport au message de l'époque. Le message était certainement exagéré. Mais si on se réfère strictement à l'état de nos forêts, je crois qu'il y a toujours des inquiétudes. Pour moi, il faut toujours être
en éveil. Peut-être pas en alerte, mais en éveil par rapport à l'évolution de ces forêts.